Alors c'est parti, on va résoudre ensemble un problème que vous allez peut-être rencontrer dans votre carrière, c'est comment faire des liens nested, donc imbriqués les uns dans les autres. Par exemple, vous créez une carte ici qui va représenter un article pour aller visiter un article de blog, et vous cliquez n'importe où sur la carte, et ça vous amène à article. Mais il y a également des liens soi-disant imbriqués ici, d'accord? Donc en HTML, c'est impossible d'imbriquer des liens, on va le voir après ce que ça crée dans le DOM. Mais ici, on va utiliser une petite technique pour y arriver. Alors attention, je prends les devants, c'est pas que je conseille ou que je valide ou pas le fait de créer comme ça des pseudo-liens imbriqués les uns dans les autres, vu qu'on va un peu détourner la sémantique, on va dire, ou le fonctionnement d'un lien de base, mais parfois on tombe dessus, d'accord ? Voilà, parfois on a besoin de faire ce genre de choses. Et donc on va voir pas mal d'exemples. Donc d'abord on va voir des exemples qui n'utilisent pas des liens nested. Alors c'est pas vraiment un lien imbriqué, c'est plutôt une illusion de lien imbriqué. On croit que CSS et JS sont dans un plus grand lien ici, imbriqué, mais ce n'est pas le cas. On va voir comment on fait. Donc, je vais vous montrer des cartes. Par exemple, ici, c'est Smashing Magazine, c'est un blog très connu sur le développement web. Et donc là, par exemple, on a une carte ici. On a une carte, mais quand je clique sur ce texte, ça ne m'amène pas vers le lien. Quand je clique ici à droite, ça ne m'amène pas non plus sur le lien. Ici, non plus. Donc là, on voit que il a utilisé un lien, enfin, la personne a utilisé un lien ici pour Continue Reading, un lien là pour le titre, un lien ici, là également, et là. Donc en gros, c'est ce qu'il faut faire de manière générale pour avoir une sémantique logique, une interface également qui est plutôt logique, utiliser plusieurs liens dans une carte comme ça. Voilà. En termes d'UX, mais aussi d'accessibilité, tout ça, c'est quand même mieux de faire ce genre de choses. Mais parfois, on n'a pas le choix, soit c'est votre client qui demande, soit c'est votre boîte, soit c'est le designer qui a fait ça comme ça, et on a envie de créer comme ça des cartes, comme ça. Par exemple, sur YouTube, etc. On va voir aussi sur Reddit. Donc là, on est sur CSS Tricks, pareil, on a des petites cartes mignonnes comme ça, avec un petit effet sympa. Et là, toute la carte n'est pas un lien. Si je clique ici, c'est pas un lien. Par contre, si je clique là, ce sont des liens. Là aussi, etc. À Carnoon, pareil, on a des cartes, et on a un lien ici, un lien qui entoure une image, et un lien juste là, mais en dessous, si je clique là, c'est pas un lien. Sur Reddit, par contre, j'ai trouvé un exemple, donc c'est pas mon Reddit ou quoi que ce soit, enfin, je vais pas sur Reddit, donc je me désolidarise de ce qui est écrit juste là. On a ici un exemple. On a en fait tout cet endroit-là qui est un lien. Vous voyez ? Là où je clique, on voit le petit curseur ici qui me montre que c'est un lien. Même si je clique ici par exemple. Et sur ce lien, j'ai l'impression d'avoir, en tout cas sur ce lien, alors qu'on sait qu'on va voir que ce n'est pas sur le lien, c'est pas dans le lien, mais plutôt sur lui. Oui, sur lui ça passe. C'est pas dans le lien en tout cas. J'ai des boutons juste là, qui me permettent de upvote ou downvote juste là. Je peux commenter, je peux partager. Là, j'ai 3 petits points qui me permettent de signaler, rejoindre. Oups, j'ai cliqué dessus. Et j'ai également un autre lien là. Comme si finalement ce lien était imbriqué dans Ask Friends ici, comme si c'était imbriqué dans celui-là. Alors qu'en fait, si j'inspecte, eh bien, j'ai un seul lien ici qui va me servir de lien de fond. On va appeler ça un lien de fond. Un lien de fond sur lequel je vais pouvoir cliquer. Et sur ce lien de fond, visuellement, il y a d'autres liens comme ça et des boutons, d'autres fonctionnalités. Voilà. Donc on va voir comment on peut gérer ce genre de choses. Encore une fois, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Je sais qu'il y a des petits débats sur le web. C'est juste, je montre comment on fait cette fonctionnalité. Je vais essayer de vous proposer une solution flexible et assez facile à comprendre. Il en existe pas mal de solutions. Certaines, vraiment, c'est juste des hacks avec des éléments bizarres. J'essaie de vous montrer ce qui fonctionne le mieux, ce qui est le plus facile à comprendre. Donc, revenons à nos moutons. Est-ce que c'est possible d'inclure un lien dans un lien ? Donc là, je suis sur le site Can I Include qui me permet de savoir si je peux inclure des éléments dans des éléments. Et là, on me dit « No, you can't », tu ne peux pas, d'accord ? Donc c'est un site qui paye pas de mine, mais qui est assez sympa si vous hésitez un petit peu. Tiens, est-ce que je peux mettre un span dans un paragraphe, par exemple ? Hop, il va vous dire si vous pouvez ou pas. Ok, donc on va pouvoir se créer ça, et on va voir que ça fait partie des seules erreurs en HTML qui sont de vraies grosses erreurs, pour le coup. Il n'y a pas 10 000 erreurs à faire en HTML, c'est vrai, mais si vous tentez de faire ça, un lien hello avec, un autre, décidément je vais y arriver, alors un lien avec hello, et ensuite en dessous un autre lien Word, eh bien, on pourrait croire que ça a fonctionné vu qu'il y a du texte juste là. Néanmoins, ça n'a pas fonctionné. Si j'inspecte, clic droit inspecter, je vais dans Elements, Body, et je vois que ça a créé 2 liens côte à côte. Ils ne sont pas imbriqués. D'accord ? Donc ça fait partie des rares erreurs en HTML qui vont vous donner un DOM finalement différent du fichier HTML que vous fournissez au navigateur. Donc c'est quand même, il faut le savoir, ce genre de choses. Donc alors comment on va pouvoir du coup imiter ça, et passer outre cette limitation
afin de pouvoir créer quelque chose de similaire. Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vous ai fait un petit GitHub ici, donc je m'occuperai du README un petit peu plus tard, mais vous avez le code source ici. Je le changerai peut-être pour vous mettre un dossier de départ et un dossier terminé si vous voulez coder avec moi. Donc, revenons à nos moutons. On va coder ça, du coup, cette petite carte. Alors, div.articleCard. Voilà, donc on imagine un blog et on a des cartes qui nous permettent d'aller visiter des articles. Donc on a justement ce lien que je vais appeler background link. Ok, il va pointer vers article, on imagine que c'est le lien de notre article. Et donc il va être vide ici notre lien. Quand on a un élément important, bouton, lien, input, pour les inputs c'est différent, mais bouton et lien, il faut qu'il y ait du texte à l'intérieur ou alors quelque chose qui le décrive pour les lecteurs d'écran. Ici, ce dont on va se servir, c'est le article link qui est juste en dessous. On va également lui donner un ID article title. Oups. Alors, article title, désolé. Donc, le titre qui est juste en dessous, comment utiliser les CSS modules. Donc, c'est ça qu'on est en train de créer. Je lui donne à la fois la classe article title et aussi un ID. Comme ceci. D'accord? Et à l'intérieur, je vais écrire comment utiliser les CSS modules. Là, pour utiliser un emoji facilement, vous pouvez faire touche window, point. Et là, vous tapez peinture ou paint. Et vous allez tomber sur ça. Ok, et donc je vais me servir finalement de ce texte pour décrire le lien qui est vide au-dessus. Et donc là, je vais utiliser aria-label by, et je vais lui ajouter l'ID qui est juste en dessous, donc juste article title. J'ai tenté un petit coup de Prettier ici. Ok, ça me le présente comme ça. Prettier, c'est une extension qui permet de présenter un petit peu mieux le code parfois. Donc voilà, ça les a mis les uns à la suite des autres. Donc ici, j'aurais pu utiliser, s'il n'y avait pas de texte descriptif proche de moi, j'aurais pu utiliser un aria label tout simplement, avec le nom ici, comment utiliser les CSS modules. Et vu qu'il y a déjà le texte, je l'utilise tout simplement comme ça, d'accord? Donc voilà. Pour ce qui est aria, je sais que beaucoup de gens se prennent la tête avec, ils disent « Oh, est-ce que je dois tous les apprendre par cœur, les utiliser, etc. » La règle des aria de base, c'est que il faut surtout ne pas les utiliser. si vous lisez des articles dessus, ils vont vous dire que la première règle, c'est d'essayer de tout faire pour ne pas utiliser des attributs aria. Parce que c'est pas très simple à comprendre, parce que il y a plein de petites règles, etc. Et que, normalement, de base, si vous utilisez bien vos éléments, c'est-à-dire le lien ici, si j'avais du texte à l'intérieur, j'aurais pas eu besoin de l'utiliser. Voilà. Donc, de base, en fait, il faut essayer de ne pas les utiliser. Et de les moins les utiliser possible. Surtout ne pas stuffer tous ces éléments d'attributs aria, d'accord? On essaie de les utiliser le moins possible. Là, je n'avais pas le choix, entre guillemets. Il fallait vraiment que je puisse définir mon lien pour que les lecteurs d'écran puissent lire quelque chose au niveau du lien. Ok? Allez, on continue. P ici, article content. Lorem 25. Alors, je dis pas qu'il faut jamais utiliser les aria, mais seulement si on le doit. Seulement en dernier recours. Voilà, en dernier recours. Parce que sinon, je sens déjà les commentaires arriver. Donc ici, div tags container. Ensuite, en dessous, on va avoir un premier lien qui va pointer vers la catégorie CSS de notre blog. Avec ici, en classe, tag et CSS. Et on lui met hashtag CSS. Ensuite, je fais Shift Alt flèche du bas pour dupliquer. Et là, je peux me déplacer. Je vais sélectionner ça et faire CTRL D, D pour trouver les occurrences. Et je transforme avec JS. Voilà. Donc on a ceci, et on va pouvoir le styliser. C'est parti. Donc on va dans notre style. Qu'est-ce qu'on a dans notre style? On a un simple reset. En CSS, on fait des resets parce qu'il y a du style déjà de base dans les navigateurs. Donc là, c'est un simple petit reset. On enlève margin padding, et on prend en compte le padding et les bordures dans le calcul des hauteurs et des largeurs. Ce qui permet de coder plus facilement, d'intégrer des interfaces plus rapidement, plus facilement, etc. Et puis là, bon, là, pas besoin de l'expliquer. Ensuite, en dessous, donc, on va attaquer notre article card. On lui met max width et margin 0 auto, vous connaissez, ça permet de centrer et de donner une largeur et de centrer. On va, pour l'apercevoir, lui mettre un fond en blanc, F1, 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 une sorte de blanc cassé. Voilà. On fait respirer tout ça, pour l'instant tout est serré comme ça. On va, hop, boum, lui mettre 25, ça nous fait respirer. Border radius 5 pixels, et ensuite, position relative, vu que je vais avoir des enfants en absolute. Les enfants en absolute vont être relatifs au premier parent positionné, c'est-à-dire un parent qui a une valeur à position autre que statique, qui est la valeur par défaut, donc par exemple relative. Et ensuite, je crée ici un contexte d'empilement avec z-index autre que auto. Si j'ai un élément positionné et un z-index autre que auto, ça crée un nouveau contexte d'empilement, et ça va nous permettre en fait d'avoir un lien qui va être posé sur le fond de notre élément, mais sans passer derrière. Il ne pourra jamais passer derrière. D'accord? Un contexte d'empilement ne peut jamais passer derrière un contexte d'empilement qui est plus haut dans la hiérarchie, que ce soit son parent ou un autre. Et si jamais il n'y a pas d'autre contexte d'empilement, ça va être bloqué au niveau du bloc initial. D'accord? C'est le premier contexte d'empilement. Ça peut jamais passer derrière. Alors c'est body ou le... Enfin, on dit body en général, mais c'est pas
c'est pas un contexte d'empilement, quoique... Ah, bref, bloc initial, body, bon, on peut dire au niveau du body, comme ça, tout le monde comprend. Bref, au niveau du body, s'il n'y a pas de parents qui sont des autres contextes d'empilement. Ok, ensuite, on va du coup attaquer ce background link, il va falloir le déposer au fond. Au fond, donc, sur le parent qui est un contexte d'empilement. Donc pour ce faire, position absolute, et z-index -1. Donc ça a créé un nouveau contexte d'empilement, mais ça va venir se déposer sous tout le reste du contenu, d'accord? Là, il est vraiment, mon lien, il est vraiment sous tout le contenu, et j'ai envie qu'il prenne tout l'espace au fond, donc je lui mets inset 0, qui est égal à top, bottom, left, right, 0. C'est comme si je lui avais mis width et height 100%. Voilà, ça va le tirer de gauche à droite, de haut en bas. Super, très bien. Donc pour l'instant, si je clique au niveau du padding en haut, etc., ça fonctionne, ça m'amène à article. Si je clique sur CSS, JS, ça fonctionne aussi. Mais si je clique sur le contenu, ici, ça fonctionne pas. Parce que là, je suis en train de cliquer sur le contenu et pas sur mon lien en lui-même. Voilà, je clique sur l'article. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, il faudrait ne pas pouvoir cliquer sur ce texte-là. Pour ce faire, on va venir par exemple ici et faire article card all, pointer events none. Comme ceci. D'accord? Et maintenant, je peux plus interagir avec ce texte-là. Et donc, quand je vais cliquer, alors je peux plus aussi interagir avec les liens vu qu'ils sont à l'intérieur, donc il faut aussi compléter ça avec article card A, pointer events auto. Voilà. Donc maintenant, je peux plus interagir avec le texte, mais je peux toujours interagir avec le lien qui est en fond et les liens qui sont dessus. D'accord? Lui, il est vraiment en fond, hein, il est vraiment sous tout le reste. Donc les autres liens, ils sont dessus. Ils se situent dessus vu que ils n'ont pas un index -1 comme ça. Donc je peux aller à JS, je peux aller à CSS, et si je clique n'importe où ailleurs, ça va m'amener à article comme ça. Donc on voit que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Ok, donc si vous voulez, à partir de là, donc on pourrait se demander pourquoi tu n'as pas mis ce lien devant tout le monde plutôt. Au lieu de le faire en background, plutôt foreground ou overlay. Eh bien, parce que si je fais ça, ensuite, tous mes autres liens, il faudrait que je change leur z-index. Et que je les mette au-dessus de notre background link ici. C'est pas trop grave, mais bon, autant ne pas s'embêter, et juste jouer comme ça sur z-index -1. Voilà. C'est un poil plus maintenable, je dirais. Mais bon, c'est pas non plus la mer à boire. Donc si vous voulez, maintenant, on va terminer de styliser tout ça. Donc, article title. Font size, on lui met 24 pixels. Marge bottom, on lui met 8 pixels. Le poids, le gras, on met 600. La couleur, on met 111. Et là, boum, on a notre actualisation. Ensuite, le contenu. Donc, quand on a du contenu comme ça, on essaye de monter la hauteur de ligne en général qui est un peu basse. Alors, c'est pas line style, c'est line height. Et on met 1.4. Voilà. Margin bottom, on lui met 24 pixels. Super. Ensuite, on va s'occuper des petits tags. Donc, pour terminer, il faut les transformer comme ça en petits tags comme ça. Donc, on va les prendre ici. On leur met display inline block de base car ils sont inline. Et inline block nous donne accès à la propriété min width 50 pixels du coup. La couleur à l'intérieur, on met 111. On centre le texte qui est à l'intérieur. Alors, texte, align, center. Font size, je lui mets 14 pixels. À partir de là, si on veut les coloriser, on peut venir en dessous. Donc, on colle le sélecteur ici. Tag et CSS, ça veut dire quand un élément, il a à la fois la classe tag et à la fois la classe CSS. Je mets un BG color violet, violet. Et quand un élément a à la fois tag et JS, je mets BG color yellow. Donc on commence à les apercevoir. Encore une fois, le padding très important pour faire respirer tout ça. 6 pixels, 10 pixels. Border radius, on va lui mettre du 5 pixels. Et font weight, on va lui mettre 700. 700 comme ceci. Et on fait un border 2 pixels solide, 6 x 1. Et c'est 0. Et voilà. On a terminé avec le style. Donc voilà une façon de faire. Donc tout réside ici, hein. Donc au niveau de notre background link et de tout ce qu'on a juste là. Voilà, l'astuce se situe là. Il y a d'autres astuces qui existent en utilisant un élément object. On peut le faire avec du JS aussi, mais là c'est vraiment... c'est pas forcément plus complexe, mais on va vraiment dénaturer, je trouve, un élément, quoi. C'est-à-dire si vous transformez une div en lien, ça fait vraiment bizarre quand même. Voilà, donc on peut aussi utiliser ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Un pseudo-élément qui va recouvrir le tout, mais ça posait aussi quelques problèmes. Je trouve que cette solution-là, c'est la plus flexible, c'est la plus maintenable. Voilà. Voilà. La seule chose qui est dommageable à la limite, c'est qu'on ne peut plus sélectionner le texte ici, vu que tout est un lien, et que quand vous avez un lien, regardez par exemple, j'en crée un ici,
Donc là, il va y avoir un petit lien, vous voyez. Quand je vais dessus et que j'essaye de le sélectionner, le texte, ça me fait une sorte de drag and drop ici, parce qu'en fait, je peux venir le drag and drop, par exemple, là, et ouvrir le lien. Je sais pas si vous connaissez, mais on peut faire ce genre de choses. Voilà. Je peux aussi le mettre ici, vous voyez. Ça va me le drag and drop directement. Bref. Je peux le sélectionner si je vais tout à sa droite et que je remonte comme ça. Là, ça fonctionne. Donc en fait, c'est pour ça que quand on vient ici et qu'on essaie de bouger, ça nous fait l'effet drag and drop, vous voyez, vu qu'on a un lien. C'est un peu comme ça. Et là, si on voulait tout sélectionner, il faudrait démarrer d'en dessous et sélectionner comme ça. Donc ça fonctionnerait aussi. Ce serait un petit peu plus bizarre peut-être, mais ça sélectionnerait aussi tout ça. Voilà, bref, c'est pas si grave que ça. Encore une fois, je suis pas contre cette technique de faire une sorte de carte lien. Je suis pas totalement pour non plus. Parfois, on n'a pas le choix. Si par exemple vous travaillez chez Reddit et il vous demande de créer une carte comme ça, comme ceci, eh bien voilà, il faut le faire. Il faut le faire. À la limite, vous pouvez avoir des discussions avec les designers, etc. Est-ce que vous croyez vraiment qu'en termes du UX, c'est bien? Est-ce qu'on pourrait pas faire ceci, cela? Faire une sorte de carte un petit peu plus normale en termes de sémantique comme ça. Mais sinon, ben voilà, parfois on a besoin de faire ce genre de choses. Il y a plein de choses qui en UX ne sont pas très bonnes, mais qu'on fait quand même. Par exemple, les sliders. Si vous lisez un livre du UX ou si vous suivez un cours du UX, eh bien normalement vous allez voir que les sliders sont très mauvais en termes du UX, mais aussi en termes d'accessibilité, en termes de... Alors c'est pas forcément en termes du UX, mais plus d'accessibilité, je dirais que c'est mauvais. Parce qu'il y a plein de boutons, il y a des images qui changent, etc. C'est très dur de venir décrire tout ça. Néanmoins, le web est rempli de sliders. Regardez, même là j'ai une sorte de slider. Vous voyez ? Le web est rempli de sliders. Il y en a absolument partout. Il y a des sliders au clic, il y a des sliders au scroll, etc. etc. En termes d'accessibilité UX aussi, qui peut être mal considéré, mais qui est présent partout, c'est le scroll infini. Le scroll infini, en termes d'accessibilité, etc., c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Et en termes d'UX aussi, même en termes d'éthique, je dirais, ça peut être un petit peu... Pas un petit peu, hein, c'est vraiment mauvais. Ça joue sur notre cerveau et sur notre envie de toujours en voir plus, comme ça. De toujours voir plus de choses. Bon, je vais pas trop scroller parce que je sais pas ce qui va apparaître ici. Ça joue comme ça sur des biais de notre cerveau. C'est quand même assez mauvais. Mais si on vous demande de l'intégrer, de le créer pour un site en particulier, eh bien vous allez devoir le coder en fait, hein, tout simplement. Allez, voilà pour ça, assez parlé. Rendez-vous sur le Discord, on fait des exercices, les concours vont reprendre bientôt. On parle développement web, il y a des sections de questions-réponses, etc. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter en description si vous voulez lire certains de mes articles que j'envoie. Parfois, quand le cœur m'en dit, j'invente des expressions. Quand j'ai un peu d'inspiration, je fais fonctionner ma plume. Et vous pouvez également suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.